Bonsoir à tous. On arrive presque au terme de cette 5e journée des rencontres du développement durable co-organisée aujourd'hui sur le thème Construire l'Europe de l'écologie avec ESCP. J'ai le plaisir pour cette dernière masterclass d'accueillir le directeur général de Citeo, Citeo qui est l'un des partenaires bienfaiteurs de l'Institut Open Diplomacy pour l'organisation de ces rencontres. Merci d'abord pour votre générosité, Jean Ornin. Votre entreprise nous a aidé à multiplier les débats et à accueillir 230 intervenants au total. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on aura fait d'ici mardi. Pour vous présenter biographiquement très rapidement, vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes un passionné de volley. Ça vous a même valu un titre de champion de France. Et ça vous a emmené petit à petit vers les médias, vers l'équipe TV que vous avez créée. Et du secteur médiatique, vous êtes allé de la presse télévisuelle à la presse écrite en dirigeant Le Parisien pendant 10 ans. Et Le Parisien produisant du papier, j'imagine que c'est ça qui vous a emmené à diriger Eco-Emballage qui a fusionné quelques années plus tard, devenant Citeo, Quesaco. Citeo, ça s'appelait donc effectivement Eco-Emballage à l'origine, puis Ecofolio dans le domaine du papier. En fait, c'est un des pionniers de l'économie circulaire ou du développement durable en France, créé en 1992. Dans le sens qu'en fait, il y a une chose qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur, qui a été créée dans le domaine des emballages, qui rend les entreprises qui mettent sur le marché des produits avec un emballage responsables de la fin de vie de l'emballage. Et pour ça, en fait, elles se sont mutualisées, elles ont créé Citeo. Donc il y a 30 000 entreprises françaises en fait, qui financent Citeo. Et nous, donc, on les aide à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers. Comment ? En fait, on fait de ce qu'on appelle de l'éco-conception. Après, on essaye de mobiliser le grand public sur le geste de tri des emballages et des papiers. Et puis ensuite, on passe des accords avec les collectivités territoriales pour qu'elles installent dans la rue, dans l'espace public, chez vous, des bacs de tri pour que vous puissiez quotidiennement trier vos emballages et vos papiers. Et les entreprises donc, investissent chaque année 800 millions d'euros, c'est plus de 10 milliards d'euros sur la période des 25 ans, pour développer donc le recyclage et l'économie circulaire des emballages et des papiers, avec un résultat qui est qu'aujourd'hui 70% des emballages ménagers en France sont recyclés, 60% des papiers, et une ambition qui est finalement 100%, donc 100% d'emballages et de papier, soit réemployables, soit recyclables, avec deux gros enjeux devant nous qui sont la ville et le plastique. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de nous décrire de l'histoire de cette entreprise que vous dirigez, c'est le fait que l'initiative est venue du secteur privé. C'est intéressant parce qu'on a ces discussions avec des patrons, avec des consommateurs, que ce soit dans le secteur de l'assurance, de la banque, de l'industrie cosmétique, de l'industrie électronique. Et à chaque fois, on a l'impression que ça doit venir d'ailleurs, que ça doit venir des consommateurs, que ça doit venir du législateur. Et là, c'est venu de l'industrie. Oui, c'est vrai. Et en fait, il est exact que c'est l'exercice de cette responsabilité, qui a un engagement des entreprises. Et moi, je pense que les entreprises font partie de la solution et pas nécessairement du problème. Et dans le domaine des emballages, le fait qu'elles prennent... Alors, c'est vrai qu'il y a eu des grands entrepreneurs à l'époque, Antoine Riboud, Jean-Luc Beffa, qui ont créé Eco-Emballage devenu Citeo, qui avaient une conscience sociale et environnementale très élevée, et qui, dans le cadre d'une loi quand même, parce qu'il y avait cette loi pollueur-payeur, mais en tout cas ont pris cette initiative en disant on va s'en occuper. Et je pense que la responsabilité des entreprises, je la vois aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, en matière notamment d'éco-conception, c'est-à-dire concevoir des emballages et des papiers qui sont 100% réemployables ou recyclables, parce que c'est une nécessité, est un véritable engagement. Donc en fait, la législation fixe les règles et donc les interdictions, les objectifs. Les entreprises, en fait, mettent sur le marché des produits qui doivent être totalement éco-conçus. Les collectivités locales ont leur responsabilité puisqu'elles organisent la collecte des déchets. Et les citoyens à la sienne après en faisant le geste de tri qui est nécessaire pour qu'on soit dans une économie 100% circulaire. D'après ce que vous nous avez décrit tout à l'heure, on parle essentiellement du papier, de l'emballage, ce qui est une partie limitée des déchets et c'est pas la partie la plus polluante des déchets. Donc, si je compare avec une batterie d'une voiture électrique, si je compare avec les matériaux d'un chantier de construction, etc., et si même je dézoome encore un peu plus, on sait que les déchets, c'est seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, parler des papiers dans l'ensemble général des déchets et des déchets dans l'ensemble général de la crise climatique, il faut remettre les choses à leur place. Si on dézoome,
on va essayer de rezoomer ensuite. Il y a une solution. La solution, c'est le Green Deal, c'est cette relance européenne dont on parlait à l'instant avec Manon Aubry. Le Green Deal, il a fait une place assez importante à l'économie circulaire. Comment est-ce que vous, qui êtes un spécialiste de l'économie circulaire, certes sur un secteur bien périmétré, par ailleurs national, puisque Citeo opère sur le terrain français, comment est-ce que vous percevez cette grande dynamique générale à l'échelle européenne pour généraliser cette éco-conception et avoir un cycle de vie beaucoup plus durable pour les produits et les services qui sont commercialisés? Vous avez raison, l'emballage ménager représente à peu près 5 millions de tonnes de déchets chaque année sur 250 millions de tonnes de déchets. D'ailleurs, je dois dire que cette notion de responsabilité du producteur qui s'exerce sur les emballages ménagers est en train de se développer dans d'autres secteurs. Oui. Dans la récente loi économie circulaire, le secteur du jouet, des articles de sport, des mégots de cigarettes, des pneus, même les bâtiments, en fait, vont devoir prendre cette responsabilité de la fin de vie de ce qu'ils produisent. Donc on généralise le principe du pollueur payeur. C'est un principe qui s'est généralisé en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est très intéressante. Elle combine la liberté d'entreprendre et la responsabilité de l'entreprise en internalisant l'impact environnemental de ce qu'elle produit. C'est une notion qui s'est beaucoup développée. Vous avez raison, le Green Deal européen est un élément majeur. On voit qu'il y a aujourd'hui, c'est devenu c'est sur le dessus de la pile, si je puis dire, des politiques européennes. Elle est très importante dans notre secteur. À plusieurs égards. Le premier, effectivement, on y voit cette recherche de donner un prix au carbone. Alors on parle de taxe carbone ou de compensation carbone ou de normes. En fait, c'est cette idée que dans les échanges commerciaux, il n'y a pas que le coût du travail, il y a aussi le coût de la planète. La planète, c'est pas gratuit. C'est un exercice compliqué, puisque finalement, il faut qu'il soit... qui échoue, soyons honnêtes, depuis une vingtaine d'années. Oui, depuis le traité le protocole de Rio, 97, on a des marchés carbone, on n'a pas réussi à les faire fonctionner parce que le prix de la tonne de carbone, il ne marche pas. Donc si on revient sur... Sans être dans une logique de marché financier extrêmement complexe, avec une difficulté très très lourde à donner un prix au carbone, l'approche par l'éco-conception, qui consiste à immédiatement donner de la valeur au carbone qu'on va produire, elle est beaucoup plus directe, beaucoup plus simple, beaucoup plus tangible. C'est ça que vous portez, vous. Est-ce que c'est ça que vous sentez aussi dans le Green Deal ? Oui, alors d'une façon générale, dans le Green Deal, c'est vrai que l'économie circulaire a une part, même dans le plan de relance français d'ailleurs, on voit que l'économie circulaire, c'est-à-dire le soutien au réemploi, le soutien à la modernisation des centres de tri, le soutien à la recherche pour une meilleure recyclabilité et nouvelles technologies de recyclage, le soutien à la collecte. Donc on sent qu'effectivement l'enjeu il est bien pris par les pouvoirs publics européens et français. Après, si je reviens aux entreprises, elles se sont elles-mêmes engagées. Il y en a certaines qui ont pris des engagements, et pas des engagements à 20 ans, des engagements à 5 ans, pour dire que 100% de leurs emballages et de leurs papiers seront recyclables ou réemployables. Et nous, on y consacre une grosse partie des budgets. Chaque année, on dépense 10 millions d'euros en recherche et développement pour les aider à atteindre cet objectif. Il y a une sorte de rôle de conseil aussi. On est là exactement pour les aider. Et après, dans ce qu'elles payent, les entreprises, le tarif est ce qu'on appelle éco-modulé. C'est-à-dire que quand vous mettez un produit sur le marché avec un emballage, en clair, plus l'emballage est recyclable, moins vous payez. Moins il est recyclable, plus vous payez. Donc si vous mettez du carton, ce sera moins cher que si vous mettez du plastique. Dans la catégorie plastique, si vous mettez du PET clair, qui est très recyclable avec des vrais débouchés, ce sera moins cher que si vous mettez du PVC, pour lesquels on a des difficultés à recycler. Après, on a un système de bonus-malus. Donc en fait, ce système de responsabilité élargie du producteur, tel qu'il a été créé dans l'emballage, fait la place aussi à l'incitation des entreprises pour arriver à réduire à zéro l'impact environnemental des emballages et des papiers. Je voudrais zoomer sur ce point parce que vous savez que la crise des Gilets jaunes en France, qui a été une crise démocratique extrêmement dure à traverser, d'ailleurs elle n'est pas forcément totalement résolue, elle vient du fait qu'on fait porter au consommateur final le coût carbone. Alors même que monsieur et madame Michu, qui prend sa voiture pour aller au travail, n'est pas forcément responsable du fait qu'on lui offre une énergie un peu plus polluante que ce qu'elle devrait être, avec une voiture qui consomme un peu plus que ce qu'elle devrait être, et qu'on lui impose des temps de trajet qui sont... voilà. Donc le consommateur final, qui au bout du bout paye le prix de cette éco-conception ou ne le paye pas, il peut en avoir un peu ras-le-bol. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que vous, qui êtes un spécialiste de l'éco-conception, vous travaillez sur le fait que non seulement l'entreprise productrice de biens ou de services s'approprie
cette logique de réinternaliser dans sa production de son service, de son bien, le coût carbone, mais en même temps ne le fasse pas porter sur le consommateur final. Faute de quoi, on est toujours en train de remettre une pièce dans la machine à gilets jaunes. Alors le sujet, après, il est peut-être un peu plus global que l'internalisation de l'éco-conception, parce que le recyclage a un coût. Je veux dire, on peut le prendre comme on veut, il a un coût. Alors c'est vrai que les entreprises, à travers l'éco-conception, essayent de réduire, en gros, soit de supprimer l'emballage s'ils y arrivent, soit à l'alléger. Si vous prenez une bouteille, aujourd'hui, elle a perdu 40% de son poids dans les 15 dernières années. Donc en fait, cet exercice-là qui consiste à mettre le juste emballage et à essayer de le minimiser, tente à réduire les coûts. Vous parlez de juste emballage, c'est intéressant ce terme, parce que juste emballage, c'est juste emballage par rapport à ce dont le produit a besoin pour être emballé, mais c'est aussi juste emballage par rapport au partage du coût de l'emballage entre celui qui va acheter le produit et celui qui a produit le service. C'est exact. En fait, moins vous avez de matière, moins elle coûte. Donc c'est pour ça que les entreprises cherchent à alléger. Et d'ailleurs, l'allègement a fait partie vraiment de ce système-là. Et après, il y a néanmoins un coût de collecte, de tri et de recyclage qu'il faut supporter. Et ce coût-là, il ne baisse pas. Sinon, si on ne dit pas ça, on n'est pas honnête. C'est un coût qui a tendance à augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on recycle de plus en plus. Et plus on recycle, finalement, plus on paye le recyclage. Après, c'est un équilibre. Je pense que entre la France est un pays où il y a une grande fiscalité, beaucoup de taxes, etc. Donc, est-ce qu'il faut finalement privilégier l'environnement versus une fiscalité plus légère dans d'autres secteurs? Peut-être ce serait intéressant. Je suis pas fiscaliste, je suis pas politique, je vais pas m'engager sur ce terrain-là. Mais en fait, je pense que c'est l'ensemble de la pression sur les consommateurs et les citoyens qui a débouché sur la crise des gilets jaunes. Néanmoins, si on veut vivre de façon durable, nous avons une obligation, un impératif, c'est de créer cette économie 100% circulaire, celle qui évite de puiser dans les ressources naturelles de la planète, celle qui protège le climat, celle qui protège la biodiversité. Et cet engagement-là, c'est un engagement pour tous les citoyens, pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures, et il est primordial. Alors si on réfléchit à cet enjeu de l'économie circulaire plus largement, vous êtes sur un secteur très particulier, celui de l'emballage, celui du papier, mais en même temps vous êtes un spécialiste de l'éco-conception et de la façon dont on fait en sorte que l'économie soit parfaitement circulaire. Si on devait prioriser le secteur industriel, économique par lequel il faut commencer pour avoir un impact fort en développant une logique d'économie circulaire, par où on commencerait ? Je veux dire qu'on a démarré avec l'emballage et les papiers qui sont quand même notre vie quotidienne. Oui. Et je trouve que... Mais vous l'avez dit vous-même, c'est une très petite portion de nos déchets. Mais c'est une portion visible et c'est une portion qui peut avoir un impact parfois. Quand on voit des choses dans la rue qui traînent, en fait, je pense que c'est une portion importante en tout cas parce qu'elle nous concerne quotidiennement. Dans nos rues à nous, on voit les déchets sur les sols, mais dans les rues de Naples, on voit les déchets partout. C'est amoncelé qui prive les gens de pouvoir circuler. Et quand on va en Inde, moi j'ai commencé mes études là-bas, on voit les déchets qui sont pas les déchets dans la ville, mais la ville dans les déchets. Donc l'image n'est pas non plus totalement choquante. Alors quel est le secteur industriel par lequel il faut commencer pour être le plus efficace, le plus tranchant pour aller vite ? En fait, si on veut aller vite, il faut organiser des systèmes de collecte dans le monde entier. Alors c'est la première, je veux dire, on a un enjeu de réduction. Donc partout on peut réduire la partie d'emballage, lui substituer des fibres cellulosiques, il faut le faire. Après il faut qu'on collecte. Et collecter, c'est vrai, vous avez raison, il y a des pays dans le monde dans lesquels il n'y a aucun système de collecte d'aucun déchet. Nous on a créé nos poubelles au 19e siècle et du coup ça nous a permis de gérer, alors par le recyclage, mais au début par l'incinération, d'arriver à gérer nos déchets. Et cet enjeu-là, il est majeur si on veut fermer le robinet. Pourquoi ? Parce qu'il y a 8 millions de tonnes de plastique chaque année qui sont déversées dans les mers et dans les océans. Absolument. Et en fait, c'est ça le drame planétaire, en gros, celui du plastique. Et donc créer des vrais systèmes de collecte à travers le monde serait sans doute une des premières actions à mener. Donc sur le plastique, on va s'arrêter là parce que je voudrais simplement mentionner, avant de passer la parole à ceux qui vont conclure cette journée, dans l'esprit de ces rencontres du développement durable, c'est-à-dire en mettant autour de la table à la fois les acteurs académiques, les acteurs industriels, les acteurs politiques, qui peuvent collectivement penser des solutions, et pas juste sur le plan théorique, mais qui peuvent délivrer sur le terrain, en mentionnant un effort lancé il y a 2 ans par le G7,
le G7 qui était présidé à l'époque par le Canada, une charte globale, et vous avez peut-être vous-même été acteur de ça, sur les emballages plastiques qui peuvent effectivement dériver sur les océans et créer ce qu'on appelle le 6e continent, c'est-à-dire qu'on a effectivement à la surface des océans aujourd'hui l'équivalent d'un 6e continent fait de matières plastiques, de déchets qui se sont accumulés, agglutinés et qui forment une sorte de plaque tectonique résiduelle. Il y a des solutions politiques internationales. Est-ce que une entreprise comme la vôtre, qui, on l'a bien compris, est très enracinée auprès des collectivités territoriales, est-ce que vous prenez part à ce type de coalition internationale ? Bon, en tout cas, on fait notre part de travail sur le territoire français, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on arrive maintenant à collecter, recycler la majeure partie de nos emballages. Et ce geste de tri, qui est un geste quotidien, est fait par les Français. Il a été installé. À l'époque, on avait des décharges sauvages et effectivement, tout partait dans la nature. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a encore un pas à faire dans 3 directions. La première, c'est de pousser encore l'éco-conception pour réduire et améliorer la recyclabilité des emballages et utiliser le réemploi à chaque fois que c'est possible. On a ensuite un enjeu auprès des collectivités territoriales pour peut-être rendre notre fiscalité des déchets plus incitative et donc avoir quasiment 0 déchet, 100% ressources, et de rendre chaque citoyen acteur de ces déchets. Et puis après, je l'ai dit tout à l'heure, il y a notre action à nous, enfin vous, moi, quotidiennement, ici et maintenant, qui consiste à avoir une consommation responsable, oui, et aussi à faire ce petit geste de tri quotidiennement qui finalement est un petit geste quotidien, mais qui participe à l'action de chacun, à la responsabilité de chacun, pour qu'on ait une planète qui soit vivable dans les années qui viennent. Bon, sur cet ici et maintenant et cette allusion à la fable du colibri, je vous remercie, Jean Ornin, d'avoir partagé vos réflexions avec nous et d'avoir participé à l'effort de création de ces rencontres du développement durable. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la conférence de clôture de cette journée Construire l'Europe de l'écologie, co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et ESCP, qui sera la dernière journée des RDD pour la semaine, avant qu'on ne se retrouve lundi pour discuter précisément du thème « Recycler l'économie » que nous organisons avec Kedge Business School. À tout de suite.